La génération dorée d'Hollywood n'a pas fait que combattre la Seconde Guerre mondiale, ils l'ont filmé sur le vif. Saviez-vous que le ministère de la Guerre a classé certaines images de combat comme trop choquantes pour le public américain? Ou que John Ford a été blessé en filmant de vrais combats pour la bataille de Midway? Ces 15 classiques n'ont pas été faits avec des images de synthèse et des groupes de discussion. Ils ont été réalisés par des personnes qui ont vécu l'enfer même qu'ils dépeignaient. Numéro 15, Les Sacrifiés, 1945. John Ford a réalisé ce film de guerre navale réaliste quelques mois seulement après avoir photographié de véritables combats dans le Pacifique. Et cela se voit. John Wayne et Robert Montgomery y jouent des commandants de vedettes lance-torpilles menant une action désespérée de retardement aux Philippines après Pearl Harbor. Montgomery ne faisait pas que jouer. Il avait commandé une vedette lance-torpille lors de combats réels avant le début du tournage. Ce qui rend ce film extraordinaire, c'est sa description implacable de la défaite américaine. Sorti alors que la guerre faisait encore rage, il a osé montrer des retraites, des pertes et l'abandon des soldats blessés, des sujets tabous dans la plupart des films de propagande. La scène où les officiers doivent abandonner leurs blessés alors que battant tombe saisit la réalité déchirante de la guerre mieux que la plupart des films modernes n'y sont jamais parvenus. La production faisait face à une surveillance militaire constante, les officiers de la marine exigeant des modifications de scénario pour maintenir le moral. Ford, blessé lors du tournage de la bataille de Midway, s'est battu contre la censure, insistant que les spectateurs américains méritaient la vérité. Il a déclaré avec une certaine notoriété aux dirigeants du studio: « Si vous voulez une affiche de recrutement, engagez un illustrateur. » L'aspect le plus controversé du film était sa fin, qui refusait d'offrir une conclusion artificielle ou une victoire triomphante. Ford a tourné sur place dans les véritables bases de Floride où les équipages de vedettes torpilleurs s'entraînaient, utilisant de vrais militaires de la marine comme figurants. Malgré des premières critiques mitigées, le jugeant trop sombre, le film a depuis été reconnu comme l'une des productions de guerre les plus honnêtes. Le général Douglas MacArthur l'aurait visionné à de multiples reprises, le décrivant comme le seul film qui dépeignait fidèlement la réalité des premiers jours. En 14e position, Madame Miniver, sortie en 1942. Cette histoire en apparence si douce, celle d'une femme au foyer anglaise durant le Blitz, déployait une telle force de propagande que Joseph Goebbels la jugea catastrophique pour les efforts de guerre allemands. L'interprétation de Greer Garson d'une mère de la classe moyenne faisant face aux raids aériens, à la tragédie familiale et même à une confrontation armée avec un pilote allemand abattu est devenue l'arme secrète de Winston Churchill, plus précieuse, affirmait-il, que 6 divisions militaires. Ce qui rend ce film remarquable, c'est qu'il a été réalisé par des Américains alors que la Grande-Bretagne luttait pour sa survie avant les États-Unis, n'était même pas encore entrée en guerre. Le réalisateur William Wyler, un émigré juif d'Alsace, l'a délibérément conçu pour faire basculer l'opinion publique américaine vers l'intervention. La célèbre scène de l'église où le vicaire lit un sermon défiant au milieu des dégâts des bombes était si puissante que Roosevelt ordonna sa distribution dans les cinémas de toute l'Amérique. La production a fait face à des défis extraordinaires, le scénario changeant sans cesse pour s'adapter aux nouvelles de guerre qui évoluaient vite. Le film devait initialement se terminer par une fête de Noël, mais il fut réécrit pour inclure l'évacuation de Dunkerque après qu'elle eut lieu. Wheeler a admis plus tard: « Nous faisions de la propagande, et nous le savions. » Le coût humain fut dévastateur. L'acteur Richard Ney, qui jouait le fils de Garson, a rejoint la marine immédiatement après le tournage et a survécu au naufrage de son navire dans le Pacifique. 10 membres de l'équipage mourraient au combat avant que le film ne remporte 6 Oscars en 1943. Le plus choquant de tout, des avions allemands ont bombardé un théâtre londonien qui diffusait Mrs. Miniver, tuant 19 personnes, une tragique confirmation du réalisme du film concernant les bombardements de civils. Numéro 13, Battleground, 1949. Le premier portrait honnête du combat d'infanterie à Hollywood suit la 101e division aéroportée durant la brutale bataille des Ardennes. Pas de super-héroïsme ou de discours enflammés ici. Juste des hommes transis, affamés, terrifiés, qui voient leurs amis mourir dans les forêts enneigées de Bastogne. Le génie du film est de montrer les misères quotidiennes de la guerre, le pied de tranchée, les rations gelées et l'incertitude constante et lancinante. Ce qui rend Battleground révolutionnaire, c'est qu'il est le fruit d'une expérience personnelle. Le réalisateur William Wellman et le scénariste Robert Piroche ont tous deux servi activement au combat, Piroche ayant même combattu personnellement à Bastogne. Quand les cadres du studio ont suggéré d'ajouter des intrigues romantiques et des charges héroïques, Piroche aurait menacé de retirer le scénario, déclarant « J'écris sur des soldats qui passaient la plupart de leur temps à être misérables, transis et terrifiés. » Le film a fait face à l'opposition de conseillers militaires qui estimaient qu'il dépeignait les troupes américaines comme trop vulnérables et humaines. Un consultant du Pentagone
Des démissions et des protestations suite à la scène où un soldat fait une dépression nerveuse. Van Johnson, qui jouait le rôle principal, a révélé plus tard avoir reçu des lettres de haine d'organisations d'anciens combattants l'accusant de faire passer les soldats américains pour des faibles. Fait remarquable, les célèbres brouillards du film ne venaient pas de machines, mais de la cantine de la MGM, qui faisait bouillir des centaines de litres d'huile et pompait la fumée sur le plateau. Plusieurs acteurs ont développé des problèmes respiratoires, James Whitmore ayant été hospitalisé 3 jours. Malgré les controverses, Battleground est devenu le film le plus rentable de la MGM en 1949, rapportant 5,3 millions de dollars et remportant 2 Oscars. Le général Omar Bradley l'a qualifié de « le seul film de guerre que j'ai vu qui montrait les choses telles qu'elles étaient réellement ». Numéro 12, L'ouragan sur le Kane, 1954. Humphrey Bogart livre sa performance la plus troublante dans le rôle du capitaine Quigg, un officier de marine dont la détérioration mentale mène à une mutinerie à bord d'un dragueur de mine dans le Pacifique. Faisant rouler des billets d'acier entre ses doigts, tout en divaguant sur les fraises, Bogart nous offre le portrait cinématographique le plus glaçant d'un commandement qui se désagrège sous la pression. Ce qui rend ce film extraordinaire, c'est son ambiguïté morale. Quigg est-il vraiment inapte au commandement, ou ses officiers sont-ils trop prompts à le juger? Le film ne répond jamais de manière définitive à cette question. Le climax judiciaire, où Quigg s'effondre lors du contre-interrogatoire, est suivi d'un épilogue dévastateur où les mutins sont contraints d'affronter leur propre culpabilité pour n'avoir pas soutenu leur capitaine tourmenté. La marine a initialement refusé de coopérer avec la production, considérant le roman de Herman Wouk, lauréat du prix Pulitzer, irrespectueux envers l'autorité navale. Le film n'a été approuvé qu'après d'importantes révisions du scénario et la promesse d'inclure le célèbre discours « Vous êtes aussi en procès » condamnant les mutins. Même à l'époque, la marine limitait l'accès aux navires et à l'équipement. La production a créé d'intenses conflits personnels. Bogart, lui-même vétéran de la marine, aurait eu beaucoup de mal à incarner la déchéance d'un officier, le qualifiant de « rôle le plus douloureux de toute ma carrière ». Pendant le tournage, on lui diagnostiqua un cancer de l'œsophage qui allait finir par le tuer, ajoutant une couche de souffrance authentique à son interprétation. Le film a rapporté plus de 8,7 millions de dollars pour un budget de 2 millions, obtenant 7 nominations aux Oscars. Les règlements de la marine ont même été modifiés après sa sortie pour améliorer le soutien aux officiers supérieurs présentant des signes de tension psychologique. Numéro 11, Une promenade au soleil, 1945. Le chef-d'œuvre de Louis Milestone est peut-être le film le plus honnête sur le combat d'infanterie jamais réalisé. Suivant un seul peloton durant la campagne d'Italie, il se concentre entièrement sur 6 heures dans la vie de soldats ordinaires alors qu'ils avancent vers une ferme. Pas de grande stratégie, pas de généraux dans des salles de cartes, juste des hommes avançant pas à pas. Ce qui rend ce film révolutionnaire, c'est son dialogue naturaliste. Au lieu de discours patriotiques, nous avons les conversations authentiques et répétitives d'hommes qui essaient de donner un sens au chaos. Quand les soldats parlent des femmes restées au pays ou se disputent à propos de la nourriture, vous entendez les vraies conversations que Milestone a enregistrées alors qu'il servait comme photographe de combat au Signal Corps. Le film a fait face à d'importants défis de censure. Le ministère de la Guerre s'est opposé aux scènes montrant des soldats américains ressentant la peur et la fatigue de combat, exigeant des coupes que Milestone a refusé de faire. Le producteur Samuel Bronston a finalement transigé en ajoutant une piste de narration patriotique que Milestone a plus tard qualifiée de sabotage par le studio de l'intégrité artistique. Plus remarquable encore, le film a utilisé une conception sonore innovante pour dépeindre le traumatisme de la bataille. Quand les obus d'artillerie explosent, la bande-son se coupe momentanément pour laisser place à un silence total, reproduisant ainsi la surdité temporaire ressentie lors des combats. Des vétérans, lors des projections en avant-première, auraient trouvé ces instants tellement réalistes que certains ont même subi des retours en arrière. Flashback. Malgré son réalisme brutal et sans concession, le film a rencontré un grand succès commercial, générant des recettes de 3,2 millions de dollars. Le réalisateur Elia Kazan l'a qualifié de « seul film américain sur la Seconde Guerre mondiale qui mérite d'être mentionné dans la même phrase que les grands films de guerre soviétiques ». Numéro 9, Stalag 171, 1953. Le chef-d'œuvre cynique de Billy Wilder détruit tous les clichés sur la fraternité alliée en montrant des prisonniers de guerre américains se retournant les uns contre les autres dans un camp de prisonniers allemands. William Holden a remporté un Oscar pour son interprétation de Sefton, un prisonnier débrouillard soupçonné d'être un informateur nazi. Le film équilibre brillamment comédie et suspense avec des moments d'obscurité inattendus qui ont choqué Anders Zelnöf.
Ce qui rend ce film extraordinaire, c'est sa complexité morale. Contrairement aux autres films de prisonniers de guerre montrant des alliés unis, Stalag 17 dépeint des Américains thésaurisant, volant et se dénonçant mutuellement. La scène de Noël où les prisonniers reçoivent des lettres de leurs femmes qui ont refait leur vie avec d'autres hommes fut jugée si déprimante que les dirigeants du studio ont tenté de la couper. La production a bénéficié d'une authenticité déchirante. Les scénaristes Edwin Bloom et Donald Bevan étaient tous deux d'anciens prisonniers de guerre qui ont basé le scénario sur leurs expériences au Stalag 7BB en Autriche. Le réalisateur Billy Wilder, un réfugié juif dont la mère est morte à Auschwitz, a insisté sur des représentations réalistes des conditions du camp malgré la pression du studio pour une approche plus édulcorée. Le portrait d'Otto Preminger, du commandant du camp, a provoqué la polémique en humanisant un officier nazi. Des groupes de défense juifs ont vivement protesté, mais Wilder, lui-même un survivant de l'Holocauste, a fermement défendu cette représentation, soutenant que présenter les nazis comme de simples méchants caricaturaux minimiserait l'horreur véritable de ce que des êtres humains réels avaient perpétré. Paramount a jugé le film si potentiellement offensant qu'ils ont délibérément enterré sa sortie à l'été 1953, une période traditionnellement considérée comme morte pour les films sérieux. Malgré cela, il a rapporté 10 millions de dollars pour un budget d'1,7 million de dollars et est depuis reconnu comme l'une des représentations les plus honnêtes de la vie des prisonniers de guerre jamais filmées. Numéro 8, 30 secondes sur Tokyo, 1944. Cette reconstitution méticuleuse du raid de Doolittle, la première mission de bombardement américaine sur le Japon après Pearl Harbor, a fixé de nouvelles normes pour le réalisme aérien. Spencer Tracy incarne le lieutenant-colonel Jimmy Doolittle, menant des pilotes de B-25 dans ce qui s'apparente à une mission suicide, lançant des bombardiers d'un porte-avions sans aucune possibilité de revenir au navire. Ce qui rend ce film extraordinaire, c'est son refus d'édulcorer les brutales conséquences de la mission. Contrairement à la plupart des productions de guerre, il montre des aviateurs américains capturés, torturés et exécutés par les forces japonaises. La scène où le capitaine Ted Lawson, interprété par Van Johnson, a eu sa jambe amputée sans anesthésie adéquate était si graphique que plusieurs spectateurs se seraient évanouis lors des premières projections. La production a bénéficié d'un soutien militaire d'une ampleur sans précédent. Les forces aériennes de l'armée ont fourni de véritables bombardiers B-25 et des conseillers techniques, y compris Doolittle lui-même. Le réalisateur Mervyn LeRoy a tenu à filmer les décollages depuis un véritable porte-avions, plutôt que de recourir à des miniatures ou à la rétroprojection, ce qui a créé des séquences aériennes d'une authenticité remarquable. L'aspect le plus poignant fut que le vrai Ted Lawson, dont les mémoires ont constitué la base du scénario, a visité le plateau et a fondu en larmes en voyant Johnson interpréter son amputation. Après la guerre, plusieurs raiders capturés ont révélé que leur geôlier japonais leur avait montré le film dans le cadre d'une torture psychologique, en leur disant « Voilà comment l'Amérique nous dépeint ». Le film a rapporté 6,4 millions de dollars pour un budget de 3 millions et a remporté un Oscar des meilleurs effets spéciaux. Il reste remarquable pour dépeindre le coût psychologique de la guerre pendant un conflit actif. La performance de Johnson en tant qu'homme aux prises avec un handicap étant considérée comme révolutionnaire pour 1944. Numéro 7. Tant qu'il y aura des hommes, 1953. Ce n'est pas seulement un film de guerre, c'est un portrait brûlant de la vie militaire au paradis avant que l'enfer ne se déchaîne. Mettant en scène 3 soldats stationnés à Hawaï juste avant Pearl Harbor, le film a choqué le public par sa représentation de la corruption militaire, de la brutalité et des liaisons sexuelles. La fameuse scène de plage avec Burt Lancaster et Deborah Kerr n'était pas seulement torride, elle a révolutionné la manière de dépeindre les relations adultes dans le cinéma américain. Ce qui rend ce film extraordinaire, c'est son examen sans concession de la culture militaire. Le personnage de Frank Sinatra, le soldat Maggio, subit des passages à tabac sauvage au cachot qui critiquaient directement les pratiques disciplinaires de l'armée. Le boxeur intègre de Montgomery Clift, refusant de rejoindre l'équipe régimentaire, a mis en lumière comment les agendas personnels primaient souvent sur la préparation militaire. La production a subi une pression intense de la part du département de la Défense, qui a initialement refusé sa coopération à moins que des changements significatifs ne soient apportés au roman de James Jones. Les scènes brutales de pilori furent atténuées, et les références à la prostitution éliminées. Malgré tout, les officiers militaires furent si mécontents du film final qu'ils en interdirent la projection sur les bases de l'armée. L'aspect le plus controversé du film fut son casting. La carrière de Frank Sinatra déclinait quand il brigua désespérément le rôle de Maggio, acceptant même de travailler pour $8 000 au lieu de son cachet habituel.
la totalité des 150 000 $ de cachet. Sa performance oscarisée a engendré la rumeur persistante qui a inspiré la célèbre scène de la tête de cheval dans Le Parrain. Malgré les objections militaires, le film fut un énorme succès commercial, rapportant 30,5 millions de dollars pour un budget de 2,5 millions, et remportant 8 Oscars, dont celui du meilleur film. Les historiens militaires lui attribuent le mérite d'avoir déclenché des réformes dans les procédures disciplinaires de l'armée et les conditions des casernes. En 6e position, le film Le pont de la rivière Kwai, 1957. Le chef-d'œuvre épique de David Lean suit des prisonniers de guerre britanniques contraints de construire un pont ferroviaire en Birmanie, sous la captivité japonaise. Alec Guinness livre une performance oscarisée dans le rôle du colonel Nicholson, dont l'obsession de prouver la supériorité de l'ingénierie britannique le pousse à collaborer avec ses geôliers, finissant par défendre leur pont contre les saboteurs alliés. Ce qui rend ce film extraordinaire, c'est son ambiguïté morale. Nicholson commence en tant qu'officier intègre qui s'oppose à la brutalité, mais il se transforme progressivement en un être plus complexe, un homme tellement obsédé par sa propre création qu'il en vient à perdre de vue le camp qu'il est réellement en train de servir. La fin poignante du film, avec ce cri « Qu'ai-je fait ?», force les spectateurs à s'interroger sur la mince frontière qui sépare l'orgueil de la folie. La production fut notoirement difficile. Lors du tournage dans la jungle de Ceylan, aujourd'hui le Sri Lanka, l'équipe a affronté des maladies tropicales, des animaux dangereux et une chaleur extrême. Le pont massif de 425 pieds a pris des mois à construire avec de la main-d'œuvre locale et était fonctionnel avant d'être spectaculairement détruit dans l'une des plus grandes séquences d'effets pratiques du cinéma. Ce final explosif a exigé un timing parfait car il ne pouvait le filmer qu'une seule fois. Le film a suscité des critiques d'anciens prisonniers de guerre qui estimaient qu'il édulcorait la brutale réalité du chemin de fer de Birmanie, où environ 13 000 prisonniers et 90 000 travailleurs asiatiques sont morts pendant la construction. Le producteur Sam Spiegel a admis avoir assoupli les conditions afin de rendre le film commercialement viable. Malgré ces compromis, le film a rapporté 33 millions de dollars pour un budget de 3 millions de dollars et a remporté 7 Oscars. Les responsables japonais se sont opposés à des scènes de maltraitance de prisonniers, et le film fut interdit en Thaïlande, où se trouvait le pont réel jusqu'en 2017 en raison de sa représentation de la complicité thaïlandaise avec l'occupation japonaise. Numéro 5. 12 O'Clock High, 1949. Cette étude psychologique de la pression du commandement suit le général Frank Savage, Gregory Peck, alors qu'il prend la tête d'un groupe de bombardiers malchanceux, minés par un moral bas et de lourdes pertes. Au lieu d'héroïsme sur le champ de bataille, le film se concentre sur le coup mental d'envoyer des hommes à la mort, jour après jour. La scène de l'effondrement de Peck, où ce pilier de force finit par craquer sous une responsabilité insupportable, demeure l'une des représentations les plus puissantes du stress de combat au cinéma. Ce qui rend ce film révolutionnaire, c'est son utilisation de véritables images de combat. Le réalisateur Henry King a utilisé des images réelles de missions de B-17 montrant des avions abattus et leurs équipages mourant visiblement. Cette authenticité crue était inédite en 1949, notamment la séquence d'un mitrailleur de flanc mourant piégé à son poste, ces images ayant été classifiées durant la guerre. La production a bénéficié d'une coopération approfondie de l'armée de l'air avec le général Eaker, ancien commandant de la 8e Air Force, en tant que conseiller technique. Des vétérans du 306e groupe de bombardement, la véritable unité malchanceuse, ont travaillé comme consultants, bien que beaucoup aient trouvé l'expérience psychologiquement difficile. Plusieurs ont quitté le plateau lors de la reconstitution des briefings de mission, les trouvant trop éprouvants. Fait le plus remarquable, le film a utilisé de véritables rapports psychologiques d'officiers médicaux de l'armée de l'air pour élaborer sa représentation de la fatigue de combat. Le terme « effort maximal » utilisé tout au long du film venait directement d'études médicales montrant comment cette expression augmentait la pression psychologique sur les équipages. Malgré son examen sans concession de la défaillance psychologique, le film fut adopté par les forces armées comme un outil de formation au commandement sous pression. Il a rapporté 3,4 millions de dollars pour un budget de 1,9 million et est encore diffusé dans les écoles militaires aujourd'hui. La Bibliothèque du Congrès l'a sélectionné pour être conservé au National Film Registry, citant son importance culturelle, historique et esthétique. Numéro 4. La Grande Évasion, 1963. Inspirée d'une histoire vraie, cette aventure palpitante suit des prisonniers alliés qui orchestrent la plus grande évasion d'un camp allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Avec une distribution comprenant Steve McQueen, James Garner et Richard Attenborough, le film équilibre magistralement la tension.
Humour et tragédie alors que les prisonniers creusent des tunnels surnommés Tom, Dick et Harry pour s'évader. Ce qui rend ce film extraordinaire, c'est son souci du détail authentique, combiné à la puissance des stars d'Hollywood. La course-poursuite à moto emblématique avec Steve McQueen ne figurait pas dans l'histoire originale, mais elle est devenue l'une des séquences les plus mémorables du cinéma. Bien que McQueen n'ait exécuté lui-même que certaines des cascades, contrairement à la légende hollywoodienne, les compagnies d'assurance ont catégoriquement refusé de le laisser tenter le célèbre saut de clôture. La production a bénéficié de précieux conseils techniques d'anciens prisonniers qui avaient réellement participé à l'évasion. Cependant, le réalisateur John Sturges a apporté des changements significatifs pour accroître l'implication américaine. Seuls 4 Américains comptaient parmi les 76 évadés en réalité, et aucun n'a pu atteindre la liberté. D'anciens prisonniers britanniques se sont opposés à ces changements, certains refusant de collaborer en signe de protestation. L'aspect le plus frappant est ce que le film ne révèle pas pleinement, les véritables conséquences de cette évasion. En réalité, Hitler a ordonné l'exécution de 50 prisonniers recapturés, une atrocité brièvement mentionnée à la fin du film, mais poursuivie plus tard comme un crime de guerre. Malgré les libertés prises concernant la nationalité des personnages et certains événements, le film a engrangé 11,7 millions de dollars au box-office et est devenu la représentation emblématique et définitive de cette évasion dans la culture populaire. Les prisonniers de guerre survivants ont eu des réactions très mitigées, certains critiquant sa valeur purement divertissante, tandis que d'autres ont apprécié que leur histoire soit portée à un public beaucoup plus vaste. Donald Pleasence, qui interprétait le faussaire Blythe, avait lui-même été un pilote de la RAF emprisonné dans un camp allemand, ce qui a conféré une authenticité personnelle à son jeu d'acteur. Numéro 3, Le jour le plus long, 1962. Le producteur Daryl F. Zanuck a hypothéqué sa maison et dépensé 10 millions de dollars pour créer cette reconstitution monumentale du jour J, racontée des points de vue américains, britanniques, français et allemands. La distribution internationale prestigieuse comprenait John Wayne, Henry Fonda, Sean Connery et Richard Burton, avec d'authentiques acteurs allemands et français jouant leurs compatriotes respectifs. Ce qui rend ce film extraordinaire, c'est son ampleur sans précédent et son souci d'exactitude. Zanuck a engagé de véritables participants au débarquement comme conseillers techniques, dont le général allemand Günther Blumentritt et l'as de l'aviation britannique James Stagg. Le tournage a eu lieu sur les véritables plages de Normandie, où des milliers de personnes étaient mortes à peine 18 ans auparavant, créant des moments troublants quand les figurants ont découvert de vraies balles et du matériel dans le sable. Le film a fait face à des défis logistiques qui auraient submergé la plupart des productions modernes. Zanuck a coordonné 23 000 soldats des armées américaines, britanniques et françaises comme figurants, ainsi que de véritables navires utilisés lors de l'invasion originale. Lorsque le gouvernement français n'a pas pu fournir suffisamment de péniches de débarquement, Zanuck a menacé de délocaliser la production dans un autre pays, forçant les fonctionnaires à obtempérer dans les 24 heures. Plus remarquable encore, plusieurs vétérans du jour J sont apparus dans le film, dont Joseph Lowe, qui avait escaladé les falaises de la pointe du Hoc et y est retourné pour les gravir à nouveau devant la caméra. Le commando britannique Lord Lovat fut interprété par Peter Lawford, mais il insista pour être présent lors du tournage de ces scènes afin de garantir l'exactitude. La célèbre réplique du film sur le jour le plus long provenait d'une citation réelle du maréchal allemand Erwin Rommel. Malgré son budget colossal, le film a rapporté 50,1 millions de dollars dans le monde et a remporté 2 Oscars pour la cinématographie et les effets spéciaux. Eisenhower l'aurait regardé 5 fois, le qualifiant de seul film sur le jour J qui en rend la réalité la plus juste. Numéro 2, Casablanca, 1942. Ce n'est pas qu'une histoire d'amour, c'est le film définitif sur les choix moraux imposés aux gens ordinaires par le fascisme. Rick Blaine, interprété par Humphrey Bogart, un expatrié américain gérant une boîte de nuit dans le Maroc sous contrôle de Vichy, doit choisir entre aider son ancien amour, Ilsa, Ingrid Bergman, et son mari, un chef de la résistance, à s'échapper ou la garder pour lui. Autour d'eux tourbillonnent des réfugiés, des nazis, des collaborateurs et des résistants, un microcosme parfait de la crise européenne en temps de guerre. Ce qui rend ce film vraiment extraordinaire, c'est qu'il a été réalisé alors que l'issue de la guerre restait encore incertaine. Quand Rick dit « Je parie qu'ils dorment à New York », je parie qu'ils dorment partout en Amérique. Ce n'était pas qu'un simple dialogue, cela reflétait de véritables craintes concernant l'isolationnisme américain. La puissance émotionnelle du film vient du fait que les acteurs eux-mêmes ne savaient pas si la liberté triompherait. De nombreux membres de la distribution étaient de véritables réfugiés européens, y compris Conrad Veidt, le major Strasser, qui était farouchement anti-nazi, mais a joué un officier nazi pour soutenir la cause alliée. La production a fait face à des changements constants de scénario, les événements mondiaux évoluant rapidement. La célèbre scène de la Marseillaise, où des clients français couvrent
Des officiers allemands chantant « La garde au Rhin » ont été filmés juste après la chute de la France sous l'occupation nazie. Plusieurs acteurs ont fondu en larmes pendant le tournage. Des émotions réelles, pas du jeu d'acteur. Le réalisateur Michael Curtiz, un émigré juif hongrois, avait des membres de sa famille piégés en Europe pendant la production. Plus incroyable encore, la fin emblématique a été décidée à la dernière minute. Les dirigeants du studio n'ont pas pu se décider si Ilsa devait rester avec Rick ou partir avec son mari, et ce, jusqu'au début du tournage de la scène de l'aéroport. Lorsqu'Ingrid Bergman demanda au réalisateur Michael Curtiz de quel homme elle était censée être amoureuse pour interpréter la scène de manière convaincante, il lui répondit la célèbre phrase « Nous ne le savons pas encore. Contentez-vous de la jouer ». Malgré cela, le film rapporta 3,7 millions de dollars pour un budget de 950 000 dollars et remporta 3 Oscars, dont celui du meilleur film. Lorsque les forces alliées ont libéré la ville de Casablanca elle-même, durant l'opération Torch, les soldats auraient chanté As Time Goes By en y entrant. Numéro 1. Les plus belles années de notre vie, 1946. Le chef-d'œuvre de William Wyler suit 3 militaires revenant de la guerre pour trouver leur vie civile méconnaissable. Il ne s'agit pas d'héroïsme sur le champ de bataille, mais du combat plus silencieux, souvent plus difficile, pour se réinsérer dans la société. Le capitaine au chômage de Dana Andrews, le sergent alcoolique de Frederick Marsh, et le marin d'Harold Russell, qui a perdu ses 2 mains, représentent différents aspects de l'expérience vécue par les vétérans. Le chômage, l'aliénation familiale et le handicap. Ce qui fait de ce film une œuvre révolutionnaire, c'est son honnêteté brutale, à une époque où l'Amérique cherchait à oublier le véritable coût de la guerre. Il confronte de front le syndrome de stress post-traumatique, les ruptures matrimoniales et la précarité économique, sans aucune trace de sentimentalisme. La scène où Andrews déambule dans un cimetière de bombardiers désaffectés constitue la métaphore cinématographique la plus puissante pour les vétérans rendus obsolètes par « En temps de paix ». La production a atteint une authenticité inégalée en engageant Harold Russell, un véritable double amputé qui a perdu ses mains lors d'un accident d'entraînement malgré son inexpérience d'acteur. Ces scènes montrant comment il gère les tâches quotidiennes, comme allumer des cigarettes ou étreindre sa petite amie, étaient révolutionnaires dans leur représentation factuelle du handicap. La célèbre séquence de cauchemar où Andrews crie dans son sommeil était basée sur les propres expériences de Wyler après son retour de mission de combat filmé en Europe. Le film s'est heurté à la résistance des dirigeants du studio, qui s'inquiétaient qu'il soit trop déprimant pour un public d'après-guerre cherchant à s'évader. Le producteur Samuel Goldwyn a ignoré ces préoccupations, finançant lui-même le budget alors énorme de 2,1 millions de dollars. Le risque a payé de façon spectaculaire. Le film a rapporté 23,7 millions de dollars, devenant le film le plus rentable depuis Autant en emporte le vent, et a remporté 7 Oscars, dont celui du meilleur film. Harold Russell reste le seul acteur à avoir remporté 2 Oscars pour le même rôle, celui du meilleur acteur dans un second rôle et un prix spécial pour avoir apporté de l'espoir aux vétérans. Les associations d'anciens combattants ont d'abord critiqué le film pour avoir montré des hommes faibles qui peinaient à s'adapter à la vie civile, mais l'ont finalement accepté, comme des milliers de leurs membres l'ont témoigné. C'est exactement ce que j'ai ressenti moi aussi. Des lignes de front au front intérieur, ces 15 chefs-d'œuvre de l'âge d'or prouvent que parfois les films les plus anciens racontent les histoires les plus vraies sur la guerre. Beaucoup ont été réalisés par des cinéastes qui venaient eux-mêmes de rentrer du combat, apportant une authenticité dont les réalisateurs modernes ne peuvent que rêver. Quel classique de notre liste vous a le plus surpris ? Pensez-vous que ces films, réalisés sans CGI ni budgets colossaux, saisissent mieux l'expérience humaine de la guerre que les spectacles techniques actuels? Partagez vos réflexions ci-dessous et dites-nous quel classique oublié mérite d'être redécouvert par les nouvelles générations.